Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Rennes. Pour démarrer cette saison 2, nous recevons Damien Stein, un vidéaste rennais, qui va revenir avec nous sur ses expériences, son parcours et ce qui fait de lui un vidéaste. C'est parti. Et nous sommes très heureux de vous retrouver donc, pour cette saison 2. Nous inaugurons ces premières émissions avec Damien Stein. Salut Damien. Salut Charles, bonjour Zone Rennes. Nous sommes très heureux de t'accueillir dans ce lieu qui est le Magic Hall. Alors, pour résumer un petit peu, donc c'est toi qui as choisi ce lieu, c'est le concept de l'émission. On garde le même concept pour cette saison 2. Donc, le Magic Hall, c'est à la base un hôtel, tout simplement, à Rennes, toujours évidemment, mais qui a la particularité d'avoir des studios de musique et de montage. Oui, c'est ça c'est ça. Ouais. Donc, studio de musique, parce que le patron de l'hôtel lui-même est musicien, et je pense qu'il avait envie de faire vivre cet hôtel-là avec du passage qui changerait un peu de la norme des hôtels, tu vois. Donc, il y a bel et bien un studio de musique qui est juste derrière nous, là. Et hasard faisant, il y a un banc de montage, une sorte de studio de montage qui s'est créé et que je peux utiliser quand j'en ai l'envie ou l'utilité, en tout cas le besoin. À la base, t'es pas du tout de Rennes. Quand j'avais 13 ans, ma mère a choisi de nous faire déménager de la Corse vers le continent, justement, pour ainsi dire, quoi. Et parce que la Corse c'est très beau, mais pour les études c'était quand même un tout petit peu plus compliqué et ça permettait pas forcément d'aller là où on voulait post-bac. Et ce qui fait qu'on est arrivé près de Montpellier, donc j'ai eu une scolarité tout à fait normale dans un premier temps, jusqu'au bac. Puis après la fac, et à partir de la fac, ça a été un peu plus ciselé, un peu plus décongelé, un peu plus ciselé, un peu plus décousu, parce que j'ai pas été hyper assidu dans un premier temps, et puis j'écrivais déjà pas mal, et j'ai commencé à faire de la musique. Et je suis arrivé à Rennes un peu par hasard, comme plein de choses, et j'y ai trouvé mon compte en termes de développement artistique, parce que déjà il y avait plein de structures qui faisaient des choses, et ne serait-ce qu'à la fac. Et justement, la fac, donc art du spectacle, c'est ça, cinéma, option cinéma. Au départ, tu t'intéressais principalement à la fiction, du coup, dans tes projets en tout cas. Et bizarrement, donc, tu parlais des stages, et c'est une opportunité qui peut exister à la fac. Mais toi, tu l'as pris quasiment au détriment de tes cours, en fait, complètement, les stages. J'étais assez mauvais, clairement, mais par contre, j'adorais les profs que j'avais, je les trouvais passionnants, mais j'avais beaucoup de mal à répercuter ensuite aux examens ce qu'ils m'avaient raconté, même si j'ai adoré ce qu'ils me racontaient, quoi. Et ça fait que, arrivé en master, j'ai choisi de faire des stages parce que j'avais envie de commencer à bosser. Et les stages m'ont permis de faire des trucs que j'aurais jamais fait. Enfin, après, ça, c'est toute l'histoire de l'audiovisuel, j'ai l'impression, c'est que tu feras des trucs dans l'audiovisuel que tu feras jamais ailleurs dans ta vie. Ça, et que tu n'aurais jamais pensé faire. Non, jamais, quoi. Et par exemple, un exemple que je trouve assez marquant en ce qui me concerne, et en tout cas dans ma vie perso, c'est qu'on était en 2007, je me suis retrouvé en Chine, donc dernier village avant d'arriver dans le Tibet, où un réalisateur de docu m'avait demandé de venir avec lui pour faire ingé son. J'avais jamais fait de son, clairement, jamais. Et en fait, on était dans un petit village où il y a une fête qui a lieu tous les ans, qui s'appelle la fête des fleurs, et soi-disant, on venait filmer cette fête. Mais en fait, le réalisateur, lui, il voulait filmer les ouvriers au travail qui étaient en train de fabriquer le barrage des Trois Gorges. Donc ça, c'est 2006-2007, vraiment, c'était une des grosses problématiques, on en parlait pas dans les médias à l'époque. Et lui, il s'était dit, voilà, je vais faire mon documentaire là-dessus, très bonne idée, on part là-bas. Et rien ne se passe comme prévu, bon, bien sûr, évidemment, on a eu beaucoup de mal à filmer ce que lui voulait filmer, parce que on n'avait pas d'accès réel, on était accompagné par seulement un traducteur, mais pas quelqu'un qui connaissait tout le monde non plus. Et on s'est retrouvé dans des situations qui étaient hyper risquées pour nous, parce que, après je te passe certains détails, mais on s'est retrouvé à longer des corniches de nuit sans pouvoir s'éclairer, avec 1,50 m de largeur pour 30 mètres de haut sans barrière, et à toucher les parois en se disant tant que je touche la paroi, c'est que je suis pas mort. Et on s'est fait très très peur comme ça, et à se faire menacer de mort pour des trucs pour de la thune, quoi, en plus. Et voilà. Et finalement, je suis revenu de tout ça avec des expériences que clairement j'aurais jamais ailleurs dans ma vie. Grandi, quoi. Et j'ai pas forcément envie de les avoir à nouveau. Non. En fait, il y a aussi ça qui avec du recul, quoi. tu dis que ça a été formateur en un sens, quoi. C'était quand tu parlais complètement dingue. Du coup, tu as un peu fait tes premières armes en solo avec tes clips, en fait. Mais le clip a un double avantage, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est que déjà, il permet de montrer ta créativité, en fait. Ça reste des courts-métrages en un sens, j'imagine. Mon vrai premier clip, c'était pour D-Genetic, qui avait jamais eu de clip. Et je me suis retrouvé à bosser avec lui, et là, j'avais une sorte de carte blanche parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc moi, j'ai fait
un remake de Massacre à la tronçonneuse. Mais pas ni gore, ni trash, ni rien, c'était juste pour l'exercice, parce que c'est un film que je trouve passionnant, et j'étais très curieux de voir comment est-ce que ça pouvait se développer dans un format court, etc. Donc finalement, le mec, au lieu d'utiliser une tronçonneuse, il envoie des vinyles. Bref. Et ça m'a permis, moi, de voir qu'il y avait la fiction derrière tout ça, effectivement, au-delà de l'objet financier, parce qu'un clip, il ne faut pas oublier que ça reste une pub pour un artiste. Et là, ça m'a permis, moi, de m'amuser avec le médium, que je trouve quand même hyper rigolo, finalement, parce qu'on te demande, quand tout se passe bien, on te demande, en très peu de temps, d'avoir au minimum une idée forte. Et quand tout se passe bien, en plus, tu arrives à vendre de la musique avec. Bon, la plupart du temps, tu as 1 à 2 jours devant toi parce que, partons sur un clip non financé, tu pourras difficilement mobiliser une équipe de 10 personnes, plus de 2 jours. Dès qu'il commence à y avoir un peu de pognon, c'est un autre problème qui se met en jeu. C'est que soudainement, tu as des gens qui viennent te donner des ordres. D'accord. Ça peut être l'artiste, ça peut être l'artiste, ou ça peut être du management ou de la direction artistique. Ça dépend à quel niveau tu bosses. En fait, moi j'ai bossé. Qu'est-ce que tu entends par ordre? Par exemple, des prérogatives. Ouais. Voilà. Par exemple, pour avoir bossé en label un peu plus conséquent par la suite, à Paris, avec des groupes un peu plus connus, très rapidement, il y a des gens qui sont là pour défendre l'image préconçue qu'ils ont d'un artiste. D'accord ? Ça n'a pas toujours été vrai. Voilà. Disons que des fois, ça s'est passé très 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 bien, et d'autres fois où ça s'est très très mal passé. D'accord, oui, parce que du coup, tu t'es parti à Paris. Ouais. Ces clips-là, donc tu as bossé avec des majors, comme on dit, de la musique. Parmi les artistes du coup que tu as clippé Le plus notable, ce serait Lilywood and the Prick. Après, c'est plus anecdotique. D'accord. Et du coup, donc là, tu as vu directement la différence, comme tu l'as dit toi-même, entre l'indé et le labellisé, on va dire, tout simplement. Pas vraiment sur Lilywood, bien que, mais pendant le tournage, ça a été très simple avec eux. Le management a été très cool. C'est une fois arrivé au montage où il y a des nouvelles problématiques qui débarquent parce que soudainement, tel plan il est trop long et toi t'es pas d'accord. Enfin voilà, c'est aussi bête que ça, hein, parfois. Et là, tu combats, lentement mais sûrement. Tu combats sur des trucs, tu essaies de garder ton bout, en fait. Et ça fait un clip qui n'est pas forcément à l'image de ce que tu avais imaginé initialement, mais en même temps, avec Lilywood, ça s'est passé... le mercredi, je reçois un coup de fil. Le jeudi prochain, il fallait qu'on soit en tournage pour que le clip soit sorti quelque chose comme 3 semaines plus tard. Tu vois. Qui est très très court. Oui, mais complètement. En fait, ils étaient partis d'une photo que j'avais envoyée pour un autre artiste que je devais clipper. Ils avaient une photo, ils savaient que c'était moi qui avais envoyé ce truc-là, donc ils m'ont appelé moi en disant voilà, cette photo, elle nous intéresse pour un autre artiste, est-ce que tu es prêt à le faire? Je dis bah ouais, putain. Évidemment, ils étaient déjà plutôt connus à l'époque, pas encore aussi stars qu'ils le sont maintenant, mais bon, bref, en tout cas, c'était trop intéressant pour ne pas y aller, quoi. Quand on voit 8 mm par exemple, quand on voit tes clips pour Rezinski, il y a quelque chose qui saute aux yeux, en tout cas. Et est-ce que tu cherches une continuité dans tes clips? Je crois qu'on a tous des petites problématiques mentales, tu vois, et moi, elles se répercutent clairement dans mes vidéos. Qui sortent malgré toi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des moments où tu prends... le plus flagrant, c'est avec Rezinski. Il y a des éléments visuels que je n'aurais pas proposé à d'autres personnes, on va dire. Donc ça, c'est une question aussi de boulot en parallèle avec quelqu'un, de collaboration. Mais tu vas retrouver des éléments. J'aime bien les trucs, quand quelqu'un est en train de tirer quelque chose. Je sais pas pourquoi, tu vois. C'est sûrement, c'est très probablement inspiré de Buñuel et du Chien andalou, parce que c'est une image forte qui me touche beaucoup. Et je l'ai réutilisé plein de fois. Et à chaque fois, je suis trop content de la réutiliser. Tu es également prof à l'ESRA, donc l'ESRA qui est une école d'audiovisuel à Rennes. En fait, là, j'ai donné des TP pendant 3 ans. C'était des TP, donc sur travaux pratiques, sur tout ce qui représente l'organisation d'un tournage, on va dire. Et là, à partir de cette année, ce sera des cours magistraux. Ce qui se passe, c'est que je prends un plaisir fou en fait à donner des cours parce qu'il y a un truc que j'ai peut-être perdu avec la fac, avec le fait de ne plus aller à la fac, c'est de continuer à me cultiver parce que j'ai pas le choix de le faire en fait. Et avec les cours là, c'est des cours qui sont entre l'histoire du cinéma et l'histoire de la mise en scène. Je suis obligé de bouffer tout ça. Et j'avais pas fait ça depuis la fac. Et en fait, c'est juste très agréable de remettre le nez dans les bouquins. Et pour rester sur le thème des rencontres, il y en a une qui a un peu bousculé ton emploi du temps récemment. C'est ta rencontre avec Jean-Louis Brossard, qui est le co-créateur des Transmusicales à Rennes, qui est une personnalité rennaise dans le monde de la musique. Je te propose par contre qu'on en parle à l'extérieur, parce qu'il y a une petite terrasse devant le Magic Hall qui est très sympathique. Donc allons prendre l'air. Mais complètement.
Donc dans tes projets actuels, tu as un documentaire qui est sur le feu, qui est actuellement, t'en es à quelle étape maintenant En train de finir le montage, justement au Magical, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et début novembre, on passe en mixage étalo, et donc si tout se passe bien, le film est projeté pendant le festival, en séance pro et publique. En fait, moi, j'ai fait plein de vidéos pour les trans. Ça fait quelques années que je leur fais. J'ai fait les teasers annuels, j'ai fait des reportages, des trucs et des machins. Ça m'arrive souvent de bosser avec eux. C'est une équipe que j'aime bien. Ouais. Et il y a eu une année où j'avais rien à faire pendant le festival. Et j'ai proposé, moi, de filmer donc Jean-Louis, juste de le voir en train d'aller d'une scène à l'autre. Parce que ce qu'il fait pendant le festoche, c'est qu'il va voir tous les concerts, systématiquement. Et il y en a toujours en même temps, les uns et les autres. Et du coup, il va de concert en concert, il croise les artistes, etc. Et je trouvais ça super rigolo de le voir aller d'un truc à un autre. Et j'ai proposé de faire un petit film, 3 minutes. On m'a dit que c'était très mal barré. Jean-Louis n'aime pas trop être suivi parce qu'il n'aime pas que ça fausse la relation qu'il a avec les artistes. Il n'aime pas se sentir filmé, il n'aime pas que les gens retiennent leurs paroles parce qu'ils se sentent filmés. Tu vois. Parce que je comprends tellement ce qu'il veut dire, quoi. Et je lui ai proposé qu'on fasse un test, en gros, que pendant la tournée des trans, j'aille le filmer une soirée. Et il m'a dit, voilà, si je te sens pas trop présent, finalement, tu pourras faire ton truc et on verra de quoi il en retourne. C'était juste pour faire un film de 3 minutes à la base. Et donc les prérogatives, c'était pas de micro-cravate et moi tout seul. Donc il a un peu mis en scène le film lui-même, quoi. En gros, tu vas galérer, mais tu vas galérer comme il faut, quoi. Donc bonne chance. Et en fait, on a fait le petit film dans un premier temps. Je l'ai filmé pendant le festival en 2015. Et en fait, souvent, il se tournait vers moi et il me disait des trucs, vers la caméra, quoi, que je trouvais super intéressant. Et après le festival, on s'est dit que ça valait quand même le coup de pousser un peu sans chercher de l'argent pour le finir ou quoi, voir ce que ça pouvait donner. Il y a un producteur qui m'a proposé de chercher des financements pour le film. C'est une boîte de prod qui s'appelle Chuck Productions, qui s'installe à Montpellier, qui m'a proposé de trouver des financements pour le film. Et à partir de là, j'ai continué à le filmer sur toute l'année. Donc je suis parti en Angleterre avec lui, je suis allé à Paris une fois ou deux avec lui. Et on a pas mal discuté. Enfin, en gros, c'est devenu des interviews. Et là, on a commencé à trouver des financements. Et finalement, ça donne un portrait. Et c'est sur quel format, du coup ? 52 minutes, télévision, préacheté par les chaînes locales. Merci Damien de nous avoir accordé ton temps pour cette interview. Mais merci à vous. On est très heureux de démarrer cette nouvelle saison avec toi. Et merci également à l'équipe du Magical qui nous a prêté leurs locaux pour cet épisode. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Zone Rennes. Salut!